Et puisqu'on applaudit déjà, on va continuer à applaudir. Je vais demander à Dominique Berthet de nous retrouver ici sur cette scène. Voilà, Dominique Berthet, je présente très courtement. Vous êtes auteur, écrivain, mais surtout critique d'art. On vous reçoit ce soir ici pour cela, parce que je vais encore une fois m'appuyer sur votre savoir, votre compétence et votre talent pour nous parler de l'œuvre de Coco René Corail. J'ai entendu ce soir parler de boubou, de textile, de sculpture, de peinture, de tôle, de sable, de plein de choses. Je suis perdue, complètement perdue. Qui était-il et surtout, mais que faisait-il? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, 17 ans après, finalement, on se retrouve tous ici? Et pourquoi a-t-on l'impression qu'au-delà de la Martinique, il est connu et même reconnu? Bien, alors en effet, il s'agit d'un créateur polyvalent. Je crois qu'il réussissait à faire de l'art avec absolument tout ce qu'il touchait, y compris des choses non artistiques. Et voilà, c'est l'une des choses qui peuvent le caractériser, c'est cette faculté qu'il avait de transformer toute chose, y compris le white spirit, de transformer toute chose en œuvre d'art. Alors peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur le white spirit après. Le White Spirit, ben on en parlera, on découvrira peut-être même tout à l'heure ce White Spirit, mais vous avez commencé comment vous à découvrir Coco? Ça a commencé comment pour vous? Alors j'ai tout d'abord rencontré, c'était, si mes souvenirs sont bons, en 1992 ou 93. Et puis je me suis aussi beaucoup intéressé à son travail. On m'a sollicité lorsque, par exemple, la région a produit ce très très beau livre en hommage à son travail, donc Coco René Corail, hein, c'est ainsi que le livre se nomme. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur le plus de productions possible, sachant qu'évidemment on ne connaît pas toutes ces productions puisque beaucoup ont disparu, beaucoup se trouvent dans des familles qui les tiennent bien au chaud sans dire qu'ils en sont possesseurs. Donc voilà, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est totalement impossible de faire un état des lieux de la totalité de l'œuvre de cet artiste. Et pourquoi? Pour les raisons que je Et viens pourquoi? d'évoquer. C'est-à-dire qu'il n'était absolument pas attentif à la pérennité de ses œuvres. Il pouvait peindre sur absolument tout ce qu'il trouvait, et y compris des matériaux qui, au fil du temps, allaient se désagréger, allaient se transformer, allaient s'effriter et allaient disparaître. Et aucun travail de conservation, de recherche n'a été fait parce que on l'a compris, hein, Coco était un artiste, un homme libre, certainement militant, mais surtout très libre et qui, vous venez de le dire, faisait de ses mains, avec tout ce qu'il touchait, une œuvre d'art. Mais les critiques, les observateurs, nous, les Martiniquais, n'avons jamais eu cette démarche de conservation de ses œuvres. Alors, ni démarche de conservation, ni démarche de recensement. Et maintenant, il est évidemment très tard, trop tard, pour pouvoir savoir avec exactitude la somme importante de ces réalisations. Quant à la possibilité de rénover les œuvres, c'est parfois très difficile. Parce que lorsque, par exemple, il utilisait certains agglomérés, ces agglomérés qui prennent l'humidité, s'effritent, se détruisent. Donc parfois, il est vraiment très très difficile de rénover. Alors, d'autres œuvres peuvent être rénovées. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs œuvres en cours de rénovation. C'est possible, c'est un gros travail, mais malheureusement, c'est pas systématique. Vous avez écrit une esthétique du lieu et c'est vrai que c'est dans cet ouvrage édité, paru grâce à la région Martinique, qu'on peut encore découvrir ces œuvres. Aujourd'hui, c'est souvent sur des murs, dans des restaurants, dans des familles qui les gardent et les cachent certainement, mais publiquement, ce sont des lieux très inattendus. Et sur des supports, c'est vrai, très, très inattendus. Que peut-on faire encore, ou que pourrait-on faire encore aujourd'hui pour Coco? Alors, vous vous souvenez évidemment de cette gigantesque fresque qu'il avait réalisée sur le mur de l'église du Lamentin, le mur d'enceinte, donc ces très très grandes fresques de plusieurs mètres carrés ont été réhabilitées et on peut les voir toujours au Lamentin, mais cette fois-ci près de la mairie et près du commissariat, si je ne m'abuse. D'ailleurs, plein de gens les cherchent sans savoir précisément où elles se trouvent. Donc peut-être que l'une des choses que l'on pourrait faire, c'est signaler où se trouvent ces œuvres avec des indicateurs
très visible. Et en effet, quelqu'un évoquait aussi l'une des fresques sur la devanture d'une pharmacie à Fort-de-France. La plupart de ces fresques, ou bien ont disparu, ou bien sont dans un état absolument pitoyable. Et malheureusement, c'est le problème de ce que l'on appelle le street art. Alors, non pas que Coco faisait du street art, mais c'est le problème de toutes ces œuvres que l'on fait dans la rue et qui, avec les intempéries, avec le soleil, avec le climat, eh bien, perdent leur couleur et progressivement s'effacent. Donc voilà, c'est un peu malheureusement le destin d'un certain nombre de ces œuvres. À retrouver encore les traces de Coco René Corail ici. Qu'est-ce qui vous a, vous, le plus fasciné dans toute son œuvre? Qu'est-ce qui vous fascine encore le plus? Alors, évidemment, on doit noter la grande diversité des thèmes traités. Alors, cela va du cheval, en passant par le taureau, le poisson, la marchande, le travail des champs, la coupe de la canne, etc. Mais ce qui, moi, m'a personnellement le plus séduit, c'est toutes les œuvres qu'il a réalisées en utilisant précisément le white spirit. On y revient. Alors, vous avez très certainement vu un certain nombre de ces œuvres qui ont un aspect une teinte un peu caramélisée. Et ce sont des peintures très en matière et avec une couleur étrange. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces œuvres-là ont été réalisées avec une prise de risque considérable. C'est-à-dire qu'il plaçait son support à l'horizontale, il intervenait sur le support, il créait comme ça des motifs, des figures. Et puis, lorsqu'il considérait que le support était prêt, eh bien, il aspergeait ce support de white spirit qu'ensuite il enflammait. Et évidemment, lorsque l'on produit ainsi un acte aussi irréversible, eh bien, on ne peut absolument pas prévoir le résultat final. Et donc, il fallait, à un moment donné, eh bien, arrêter les flammes, surtout pas trop tard, et pas trop tôt non plus, au bon moment. Et donc, il y avait là quelque chose d'absolument fascinant sur la prise de risque qu'il y avait, puisque, au bout du compte, si ça brûlait trop, eh bien, l'œuvre n'était plus montrable. La peinture, vous en parlez beaucoup, les sculptures de Coco? Alors, les sculptures, c'est un cas un petit peu différent. En effet, quelqu'un l'a rappelé, il est allé en Afrique, et en Afrique, il a découvert une façon de faire de la sculpture avec un objet que seuls les Africains utilisent et qu'on n'utilisait ni à la Martinique, ni d'ailleurs ailleurs, hein, en Europe. Et donc, il a réalisé un certain nombre de ces sculptures à son retour grâce à cet outil qui permettait de réaliser donc, des œuvres sculptées dans le bois avec une certaine nouveauté et une certaine audace. On peut le classer? Ah non, il est inclassable. Il est inclassable. C'est bien ce qui en fait l'intérêt, c'est qu'il soit inclassable. Et à la fois la très grande diversité de sa pratique et le fait qu'il n'ait appartenu à aucun mouvement, à aucun style, le rend précisément inclassable. Et me semble-t-il, c'est ce qui en fait tout l'intérêt. Merci à vous, Dominique Berthet, de nous avoir fait découvrir encore cet artiste.